Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L. Cette fois-ci, on va parler de chimie et de la chimie du couple. Donc, dans les podcasts précédents, on a vu comment être quelqu'un de bien, comment trouver quelqu'un à aborder et comment l'embrasser pour créer l'alchimie entre deux personnes et voir si le couple est viable ou non, donc s'il y a une attirance. On va partir du principe que ce baiser a été magique et qu'il a donné lieu à un rendez-vous et que vous avez passé du temps ensemble pour vous découvrir. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, ou presque. En effet, il suffit de 2 rencontres. Donc, la première étant d'avoir abordé l'autre, qui est une rencontre impulsive, une approche directe où votre futur partenaire n'a pas eu le temps de se préparer et a réagi de manière spontanée et naturelle. La seconde étant un rendez-vous planifié où vous avez passé quelques heures avec votre partenaire pour faire connaissance. Donc, il suffit de ces 2 rencontres pour pouvoir juger du type de relation qui se crée et voir si elle pourrait vous convenir ou non. En fait, soyons honnêtes, 1 ou 2 rencontres supplémentaires permettent d'affiner ce qui va suivre et dépendent de vous et de la vitesse à laquelle vous réalisez ce qui va suivre ou pas. Mais pour être franc, ce qui se passe au premier rendez-vous où les 2 partenaires ont eu le temps de se préparer mentalement et donc vont faire connaissance à proprement parler, suffit largement pour estimer la valeur de la relation. Ainsi, on dénombre 3 formes d'amour. L'amour storgique, ludique et érotique. L'amour storgique, dont le nom vient du grec storge, signifie l'affection naturelle. Cette forme d'amour se caractérise par l'affection marquée et l'envie d'être avec l'autre. En tout cas, beaucoup plus que s'il s'agissait d'une pulsion passagère romantique. L'amour ludique, du latin ludos, signifie par jeu. C'est une forme d'amour plaisant, amusante, mais sans engagement profond. C'est souvent érotique, mais sans l'intimité et la sécurité d'un amour fort. L'amour érotique, nommé d'après le dieu Eros, repose sur l'attraction physique, l'intimité et la passion, la sensualité et la confidence. C'est la forme d'amour la plus forte. Ainsi, une relation naissante peut l'être un de ces 3 axes. Idéalement, les 2 partenaires devraient être sur le même pour que la relation soit harmonieuse. Dans le cas contraire, la relation peut être intéressante à vivre, mais posera très vite un problème. En effet, notre cerveau décompose ce qui se passe dans le couple et associe des émotions à des rushs hormonaux. C'est pourquoi nous sommes attirés par certains types de personnes, en l'occurrence ceux qui sont très proches de nos valeurs sentimentales. Or, en réalité, ce qui nous attire chez l'autre, c'est notre contraire. Pour être précis, c'est la projection de ce qu'on aurait voulu avoir comme partenaire qui nous attire. Et nous ne sommes pas attirés par les personnes qui affichent les mêmes sentiments que nous. Dit autrement, c'est les différences qui s'attirent, notre cerveau créant le lien entre ce que nous avons, nous, comme compétences, capacités, désirs, et ce que l'autre pourrait y apporter. Et c'est normal, parce que si l'autre semble avoir tout ce que nous pourrions lui apporter, où se trouve l'intérêt ? Si on se réfère aux travaux de Freud, l'attirance est le reflet de ce qu'on a reçu sur le plan affectif durant l'enfance. Ainsi, si nous sommes hétéros, pour parler d'un garçon, c'est grâce à l'affection que maman a portée envers nous. Et pour parler d'une femme, c'est vis-à-vis de l'affection que papa lui a apportée. Et si on est homo, c'est parce que le parent du même sexe que l'enfant a joué un rôle prédominant durant l'enfance. Ainsi, nous recherchons inconsciemment chez l'autre les traits qui vont se rapprocher ou vraiment ressembler à la manière d'être du parent le plus présent durant l'enfance, tout en ayant sa propre personnalité. Et c'est la combinaison de ces 2 axes qui font la projection de ce qu'on aurait aimé avoir comme partenaire. Ainsi, l'amour, tomber amoureux, procure des sensations qui sont intenses, plus particulièrement au début de la relation, et cette intensité dure jusqu'à ce qu'on réalise que l'autre n'est pas la projection qu'on a projetée sur lui. Et cela se caractérise par 3 stades, l'attirance, l'admiration et l'attachement. Lorsque dans l'introduction je vous disais que la rencontre et le premier rendez-vous sont suffisants pour se faire une idée de la valeur de la relation, je vais me permettre d'expliquer. La rencontre et le temps passé avec l'autre instaurent cette projection qu'on met sur l'autre, ce qu'on s'imagine, ce qu'on estime de comment il est, comment il réagit, et donc de comment la relation pourrait se passer.
On juge inconsciemment si l'autre est capable de nous apporter quelque chose ou non, et si nos compétences amoureuses et affectives pourraient lui plaire et convenir. Si notre cerveau estime que oui, la relation est plausible, alors on s'autorise à foncer et à aborder cette personne. Si l'attirance est mutuelle, ce qui se crée par l'acte d'aller vers l'autre, de faire connaissance et d'engager la discussion, cela se transcrit par un baiser. C'est la première étape, l'attirance initiale. C'est aussi le premier indicateur majeur de l'état de la relation. Donc, savoir si elle est viable ou non. Et cela se concrétise par le premier baiser et son intensité. D'où l'importance de le mettre en place au moment de l'attirance initiale pour solidifier le fait d'avoir été vers cette personne. Le stade de l'attirance initiale perdure jusqu'à ce qu'on revoie la personne. Ce second rendez-vous va confirmer ou infirmer cette attirance. Et ce, de par l'attitude de l'autre durant ce premier rendez-vous. Cela donnera lieu à la phase suivante qui est la phase d'admiration. En effet, soit l'autre continue de vous plaire et vous commencez à le découvrir pour qui il est et l'attirance s'intensifie devenant l'admiration de l'autre, soit vous réalisez que ça va pas le faire et l'attirance retombe. Si vous sentez que le courant ne passe pas, ce n'est pas la peine de continuer la relation. Vous seriez dans une relation dite forcée. On est donc, comme annoncé en introduction, à 2 rencontres à ce stade pour se faire une idée de la suite. Prolonger les rendez-vous permet de confirmer l'attirance et de passer au stade de l'admiration. Mais ça ne dépend que de vous, de vos attentes, de la projection que vous avez faite sur l'autre et du temps qu'il vous faut pour admettre que l'autre est une personne unique et non la projection de ce que vous auriez voulu comme partenaire. D'où, selon votre état, il est judicieux de rencontrer quelqu'un, de l'embrasser rapidement pour lui donner l'envie de vous revoir, de le revoir rapidement pour profiter de l'attirance et confirmer tout cela avec un rendez-vous supplémentaire quelques jours après pour réaliser concrètement qui est l'autre exactement. Mais reprenons. L'attirance initiale est généralement physique. Nous sommes attirés par une personne ayant un corps que nous avons idéalisé et qui a la même estime pour elle que nous l'avons envers nous-mêmes, voire plus haute. Nous ne sommes jamais attirés par une personne ayant une estime et un respect envers elle-même moindre que ce que nous nous portons à nous-mêmes. L'admiration intervient lorsque l'autre partage le désir amoureux et cette étape suit directement la phase d'attirance. L'attachement, intervient avec l'admiration et après l'euphorie de la nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'il faut avoir un temps mort entre l'étape d'aborder quelqu'un et le revoir pour faire connaissance et le revoir une seconde fois. Ce petit laps de temps entre 2 rendez-vous va permettre d'instaurer le manque qui installera l'envie de s'attacher à l'autre ou non. Soit la sensation de manque est forte et à ce moment-là l'attachement est fort, soit l'attirance retombe, le manque ne s'installe pas et du coup les rendez-vous n'auront pas lieu. Tout cela va nous obliger de parler de chimie. En effet, lorsque l'on tombe amoureux, le premier point à aborder est sans conteste les phéromones, qui sont sécrétés autant par l'homme que la femme. Ce sont eux qui vont créer l'attirance. Les femmes produisent plus de phéromones lorsqu'elles sont en période d'ovulation, les rendant encore plus attirantes durant cette période. L'adrénaline et la dopamine génèrent l'envie et le désir sexuel. L'adrénaline court à travers nos veines, générant ainsi l'excitation et le désir. C'est ce qui fait battre le cœur plus vite et plus fort. En se sentant bien et en se sentant attirant, donc en étant bien dans son corps, bien dans sa tête et d'une manière générale heureux seul, on génère la dopamine qui procure entre autres l'envie sexuelle. La phénylamine est responsable de l'euphorie. C'est elle qui génère le souffle court à cause du désir. Elle crée l'état euphorique qui peut perdurer tant que le cerveau considère la relation comme excitante. Dès lors, elle permet d'avoir une libido active et rend positif face à ce qui nous arrive. Malheureusement, après plus ou moins 6 mois, le cerveau se lasse de la relation et cesse de générer cette hormone. C'est pour ça qu'il faut s'arranger pour entretenir le couple et créer une intimité forte pour remplacer cette hormone et recréer l'état de bien-être avec la personne. Après une rupture, il faut 18 mois au cerveau pour être à nouveau apte à générer cette hormone et donc être réceptif à une nouvelle personne. L'oxytocine est produite suite à l'orgasme.
et génère le besoin autant que l'envie de s'attacher à l'autre. D'où l'importance de la sexualité dans un couple, parce que s'il n'y a pas d'orgasme, on n'a pas le besoin et cette envie de s'attacher à lui pour continuer à produire de l'oxytocine, qui va continuer à générer l'envie d'être proche, l'intimité qui mène à la sexualité et qui fait que le couple s'épanouit. L'ensemble de ces hormones crée le besoin d'intimité justement dans le couple. Cette intimité va permettre de continuer à avoir l'envie sexuelle autant que de développer le sentiment d'attachement à l'autre. Ainsi, l'intimité fait partie intégrante du processus d'amour fort envers l'autre. Si un couple n'a pas d'autre intimité que la relation sexuelle, le couple est voué à l'échec. Dans une relation longue, l'intimité permet de recréer le besoin et l'envie de l'autre, aidant ainsi à conserver le lien initial. La perte d'intimité signifie donc la fin du couple. Le corps, et plus spécifiquement les mouvements qu'on réalise, donnent une indication sur l'intimité que l'autre vous accorde. Ainsi, se tenir la main est la première étape d'une relation, autant que le contact usuel entre deux personnes. Se tenir dans les bras est la progression naturelle. Si l'autre vous laisse le prendre dans ses bras, ou dans vos bras, il vous laisse pénétrer son intimité, créant ainsi une présence physique et émotionnelle. S'embrasser sur la bouche indique l'ouverture pleine à l'intimité avec l'autre, le partage de la relation qui se crée. Embrasser le visage de l'autre signifie que la glace est vraiment rompue et que le corps de l'autre est accessible. Tenir le visage de l'autre dans ses mains indique l'attachement et la possession affective envers cette personne. Pouvoir poser ses mains sur le corps de l'autre indique l'instauration de l'intimité pleine et sincère, autant que la sincérité de la relation en cours. Lorsque l'autre embrasse votre corps, ou inversement, cela démontre l'acceptation de la sexualité à venir. Si l'autre pose ses mains sur vos parties génitales, c'est le signe d'un sérieux désir de sexualité, autant que le besoin de celle-ci. Le rapport sexuel est donc l'aboutissement du langage du corps. Il démontre la confiance et l'instauration d'une relation stable et potentiellement durable. Vous l'aurez compris, si votre relation évolue, c'est bien. Si elle stagne quelque part avant le rapport sexuel, c'est qu'il y a un problème à régler entre vous au plus vite. Si elle régresse, c'est que vous n'attirez plus votre partenaire ou que votre partenaire ne vous attire plus autant que vous le pensiez. Sur un plan strictement biologique, la sexualité répond au besoin de se perpétuer, mais il ne peut s'agir que de cela. La question a occupé des scientifiques depuis à peu près 100 ans, et voici quelques pistes de réponses pertinentes. D'après Freud, tout serait une question d'ego. Nous projetons l'envie de l'autre sur nous-mêmes, et notre ego génère l'envie de concrétiser cette vision. Le besoin de sexualité serait donc l'accomplissement du besoin de sécurité lié au couple. Alder, quant à lui, nous dit que tous les humains ont besoin de sexualité. Et comme l'être humain est sociable, la sexualité est résultante du besoin d'être important pour quelqu'un et envers soi-même. Ainsi, il identifie 3 besoins primaires vitaux pour la santé mentale, à savoir travailler, avoir des amis et faire l'amour. Une école d'Harvard, en 1930, a émis l'hypothèse que l'homme, donc l'être humain, qu'il soit homme ou femme, se développe et s'épanouit par l'apprentissage, ce qui nous mène donc à la sexualité. Puisque les autres nous en parlent, on a le besoin de vérifier ce qu'on nous en a dit et ce qu'on a appris en le mettant en pratique pour pouvoir constater par nous-mêmes que oui, c'est bénéfique ou pas. Ainsi, si on vous parle de sexualité, vous aurez l'envie de sexualité. Et si on ne vous en parle pas, comme vous ignorez l'existence de la sexualité, vous n'en avez pas envie. Ainsi, être homosexuel ou bisexuel proviendrait de l'entourage et des médias. Si on vous en parle, vous serez attiré à un degré dépendant de ce qu'on vous en a dit. Pour vérifier cette hypothèse, cette école a recruté des célibataires et les ont soumis à des stimulus spécifiques qui ont démontré la véracité de ces théories. La même école a également émis que tous nos désirs sexuels proviennent de la plus tendre enfance. Ils sont le reflet de ce que nos parents nous ont montré, autant sur le plan affectif que relationnel. Cet apprentissage inconscient se développe durant l'adolescence, créant ainsi le type de besoin de relation que nous aurons une fois adultes. Les sexologues du XXe siècle ont démontré que faire l'amour en position du missionnaire est l'acte de reproduction de l'espèce.
Dès que l'acte sexuel implique d'autres positions ou pratiques, il s'agit d'envie ou de pulsions qui sont partagées et accomplies avec le partenaire. Les idées préconçues sur la sexualité étant l'héritage transmis de génération en génération. Ainsi, l'acte sexuel ne peut se faire qu'après le mariage, c'est un héritage générationnel. Tout comme l'adage qui dit qu'il vaut mieux expérimenter l'acte sexuel avant le mariage pour connaître le potentiel d'une relation. Un autre adage dit que la sexualité ne se pratique que dans le lit conjugal. Et on pourrait en citer plein d'autres. Mais tout cela ne sont que des idées qui sont transmises et qui vont conditionner votre rapport à la sexualité et donc votre vie sexuelle autant que vos désirs sexuels. Et ça, c'est négatif. Vous devriez pouvoir expérimenter la sexualité comme bon vous semble et selon vos propres désirs. L'acte sexuel n'est pas que physique. En effet, il prend place dans la tête, en tout premier lieu. Notre corps répond à cette stimulation, mais sans l'émotion, le sexe ne serait que dans un but de reproduction. Il est admis que l'attitude émotionnelle de l'homme et de la femme varie sur la question de la sexualité. On va essayer de comprendre comment et pourquoi. Les organes sexuels de l'homme et de la femme diffèrent et se développent différemment. En effet, chez l'homme, ces organes sont accessibles et visibles. Dès la prise de conscience du corps, le petit garçon réalise son sexe. Même petit, il commence à jouer avec et découvre rapidement qu'il se passe des choses dès qu'on le touche. Et plus spécifiquement à certains endroits. Dès la puberté, ces jeux mènent à l'orgasme. Chez l'homme, c'est presque naturellement qu'il découvre cela, par lui-même et sans avoir besoin d'une tierce personne. Chez la femme, les organes sexuels sont internes, cachés dans le corps. Elle les découvre plus difficilement, puisqu'ils sont cachés. Dès lors, elle ne découvre le plaisir de se toucher que tardivement. Par conséquent, leur rapport au plaisir et à la sexualité est totalement différent de celui d'un garçon. La plupart des femmes découvrent un attrait à la sexualité après la puberté, donc entre 15 et 20 ans, voire plus tard pour certaines. Pour une femme, l'imagination de ce qu'est le rapport sexuel prend une part énorme sur le dit rapport. Ce n'est pas tant qu'elle fantasme sur le rapport parfait, mais qu'elle cherche un partenaire intéressant, là où l'homme ne cherche que la femme pour pratiquer la sexualité. La plupart des femmes découvrent la masturbation après avoir eu un premier rapport sexuel. Cela vient du fait que la masturbation féminine est considérée comme anormale et indésirable pour une femme. Là où elle devrait être considérée comme tout à fait normale, désirable et un acte de découverte du corps. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est désapprendre aux demoiselles et leur enseigner que leur corps leur appartient et qu'elles sont en droit de le découvrir. En effet, la masturbation est considérée comme une étape importante dans le développement sexuel, le manque créant un déséquilibre émotionnel pouvant aller jusqu'à repousser toutes les relations sexuelles, justement par méconnaissance de ce qui va se passer. L'homme a plus d'aisance à séparer la sexualité de l'amour, probablement à cause, ou grâce, ça dépend comment on voit la chose, de la découverte plus rapide de l'orgasme. Les hommes ont tendance à admettre que la sexualité liée à l'amour est plus gratifiante que le sexe pour le sexe, mais cela ne les empêche nullement de pratiquer l'un et ou l'autre. Pour les femmes, la sexualité est la continuité de l'amour avant tout. Ceci dit, les femmes commencent enfin à se libérer, et à accepter les relations d'un soir autant par plaisir que par envie, tout en admettant que ce type de relation est purement physique et bien moins intéressant qu'une relation vraiment établie et concrète. Ceci étant dit, les deux sexes admettent que la sexualité est un anti-stress puissant. Au vu de la considération de la sexualité, chez l'homme et chez la femme, cela mène à des soucis sur la notion de couple. En effet, la femme cherche à entretenir la notion de couple et l'univers créé autour de celui-ci qui va mener à la sexualité, tandis que l'homme a une tendance à vouloir voir le sexe comme quelque chose de normal, voire de mécanique, qui va être lié au couple et qui va provoquer le désir d'être avec l'autre. Deux axes totalement différents, on sera d'accord. Le fait de ne pas avoir besoin d'attachement à son partenaire, pour l'homme, est déstabilisant, voire oppressant pour la femme, celle-ci ayant besoin de l'intimité et de la complicité, qui sont malheureusement souvent absentes de la vision de l'homme sur le sujet. Ceci étant dit, les états d'esprit commencent à évoluer, et j'ai envie de dire heureusement.
Toujours est-il que je réalise ces podcasts et tiens le site La Chambre L, justement pour vous expliquer comment arriver à évoluer et comment créer un couple harmonieux. Bref, la génération actuelle commence à admettre que l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité sur le plan de la sexualité, que les besoins de l'un et de l'autre sont normaux et requièrent un dialogue sincère, et qu'il faut oser accomplir les deux. Revenons sur la différence de sexe. Chaque individu dispose de qualités qui sont le résultat de sa personnalité, le cumul de sa vie jusqu'à ce moment précis, ou encore son héritage culturel. Cependant, il existe certaines qualités qui sont innées et propres à l'homme ou à la femme. On parle ici de la différence physique, mentale et sentimentale. Sur la différence physique, on peut distinguer l'homme et la femme sur le plan morphologique et anatomique. Ce qui génère ces différences, ce sont les hormones. En effet, jusqu'à 6 semaines après la conception, le fœtus est féminin. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc après 6 semaines, que les hormones masculines vont se manifester ou non, créant ainsi un fœtus qui sera garçon ou prolongeant la progression vers la femme. Ces hormones ne sont pas impliquées uniquement dans le changement de sexe, mais jouent également sur la croissance du cerveau, le développement neuronal, les degrés d'énergie et le caractère global du futur être vivant. Je dis futur car à ce stade, bien que le fœtus soit vivant, il est toujours en cours de conception. Donc voilà. Ainsi, le fœtus masculin reçoit ou crée et génère plus d'androgènes, donc les hormones qui sont responsables du développement physique. En cas de malformation et dans ce cas d'une réception trop faible de ces hormones, le futur être humain masculin aura dans sa vie des problèmes de croissance, menant à un sous-développement physique, une immaturité corporelle et physique prononcée. Pour la recherche du partenaire et donc d'une vie sexuelle, ces hormones sont cruciales. En effet, comment trouver un partenaire quand on a des malformations et qu'on est immature ? Pour le fœtus qui continuerait sa croissance vers le sexe féminin, ce sont les hormones dites œstrogènes et la progestérone qui vont prendre le dessus sur l'androgène. L'œstrogène influe entre autres sur le tempérament, plus ou moins calme, et la personnalité qui vont différencier l'homme de la femme. L'homme étant plus impulsif, combattant et entreprenant, là où la femme est plus timide, réservée, voire effacée. À l'adolescence, la femme se développe physiquement plus rapidement que l'homme. En effet, dès 11 ans, son corps commence déjà à se développer, les courbes féminines commencent à apparaître. C'est également à cet âge qu'elle développe une émotion sexuelle ainsi que la maturité mentale. Pour les garçons, ces changements n'arrivent qu'entre 2 et 4 années plus tard. Le corps commence alors la production de testostérone, l'hormone responsable du développement sexuel, musculaire et de croissance. C'est avec l'apparition de cette hormone qu'il devient intéressé par la sexualité. Le principal intérêt du garçon en puberté est de perdre sa virginité à la première occasion. À cet âge, les jeunes hommes ont tendance à voir la femme comme un objet sexuel, l'outil qui va permettre d'évacuer la frustration, ou encore comme la concrétisation qui leur donnerait une reconnaissance envers les autres garçons, passant ainsi au stade d'homme. Cet état d'esprit change normalement assez rapidement. Sur le plan mental, les garçons sont attirés par ce qu'ils voient. Ils associent l'intérêt sexuel par le regard qu'ils portent sur les femmes. Les études démontrent que cela est dû au développement durant l'enfance où le garçon associe la notion de plaisir à ce qu'il voit et peut toucher ou manipuler, c'est-à-dire les textures, les odeurs et les différentes formes qu'il peut prendre en main. C'est ainsi que le fétichisme chez les hommes a souvent rapport avec ce qui apportait du plaisir durant la toute petite enfance. Les garçons ont également tendance à se renfermer sur eux-mêmes, si l'on en croit l'étude du psychanalyste John Gottman. En effet, dès qu'un garçon rencontre une difficulté, il a tendance à isoler le problème pour rester bloqué dessus, étant incapable de passer à autre chose et refusant d'en parler, pouvant aller jusqu'à fuir le dialogue avec ses proches. Cette étude démontre que les garçons ont, de fait, une tendance à la violence, comportementale ou verbale, bien plus marquée que les femmes. C'est pourquoi il faut instaurer un réel dialogue avec l'enfant dès son plus jeune âge et lui parler comme un adulte responsable le plus rapidement possible. Dit autrement, il faut éviter d'infantiliser l'enfant, et ce, pour le bien de son développement futur.
Chez la femme, dès que la jeune fille devient femme, c'est-à-dire avec l'apparition du cycle menstruel, ses émotions entrent dans un cycle basique basé sur les hormones, pouvant aller jusqu'à une tendance à être bipolaire durant ces périodes, c'est-à-dire extrêmement joyeuse puis extrêmement dépressive. Ainsi, la première et la deuxième semaine sont dites relax et la femme tend à se sentir bien dans son corps. C'est également le moment où elle est ouverte à la sexualité. La troisième semaine voit décroître l'intérêt sexuel ainsi qu'un sentiment de malaise intérieur et mental en comparaison avec les 2 premières semaines. La quatrième semaine voit apparaître des pics d'émotions devenant irritables. Par contre, il s'agit de la semaine où l'intérêt pour la sexualité est le plus intense. Certaines différences entre les sexes sont dites innées, dues à l'environnement familial ou la culture générale dans laquelle l'enfant évolue. En effet, l'enfant apprend de ses parents et des adultes qui l'entourent, pas uniquement sur le plan physique, mais bien comportemental, et émotionnel. C'est ainsi qu'inconsciemment, nous associons des rôles différents au sein du couple pour l'homme et pour la femme. Ces rôles se renforcent et se manifestent durant les relations, avant de se stabiliser avec l'âge de maturité. Ce que l'enfant voit des adultes a tendance à se refléter dans son comportement durant ses relations d'adultes. En effet, repensez à votre enfance et à ce que vos parents disaient de la sexualité ou des rôles de l'homme et la femme. Ne retrouveriez-vous pas ce discours dans votre comportement actuel ? Ainsi, un enfant qui voit son père dominer sa mère aura tendance à agir comme un dominant envers ses conquêtes. De même, une jeune fille qui voit sa mère manipuler son père deviendra une manipulatrice d'homme à son tour. Au moins, on peut affirmer que cela biaisera sa vision de l'homme et la finalité du couple. Ce qui nous amène à la grande question de qui dirige. Traditionnellement, l'homme est responsable du premier pas social. C'est le garçon qui va vers la fille, autant que c'est lui qui est demandeur de sexualité. La femme ayant une tendance à tout faire pour se faire aborder et à attendre qu'on lui demande la sexualité. À ce jour, cette tendance est encore bien présente, bien que les mœurs commencent enfin à se découdre. En effet, les femmes deviennent plus franches dans l'expression de leurs désirs, allant jusqu'à draguer ouvertement les hommes. Certains garçons apprécient cette approche directe, tandis que la majorité s'en sent décontenancée. Et c'est normal, puisqu'on a appris aux garçons que c'était à eux à faire le premier pas et que la femme était timide. La représentation de l'homme et de la femme à travers les médias est très présente dans l'image que nous nous faisons des deux sexes. Hélas, cela inclut le concept de la femme objet. En effet, à travers les médias, la femme est encouragée à être belle, un objet de désir ou le centre d'intérêt. Elle doit tenir une silhouette bien spécifique et souvent on nous la montre comme incapable d'agir seule au point d'avoir besoin de la présence d'un homme. Je vous laisse imaginer à quel point ces représentations sont destructives et peuvent empêcher le développement d'une personnalité propre. Oui, cela peut mener la femme à se sous-estimer et à accepter le comportement dominant de l'homme, ce qui nuit évidemment à son estime d'elle-même, ainsi qu'à la vision d'une relation, et donc à la concrétisation d'une relation. Le pire, c'est que les parents ont tendance à expliquer aux enfants que c'est le garçon qui doit agir, donc aller vers la femme, être responsable, diriger et imposer sa volonté, et que la femme doit être passive, accepter, être au foyer et n'avoir aucune ambition. Tout cela parce qu'il est plus simple d'expliquer ces stéréotypes avec un « parce que c'est ainsi » au lieu de se concentrer sur les qualités de l'enfant et de l'aider à les mettre en avant, l'aidant ainsi à se forger une identité propre et à développer un comportement qui est plus naturel. Dans un lit, idéalement, la relation saine devrait se construire à deux et être basée sur les désirs mutuels et consentants du couple. Malheureusement, l'adage qui dit que l'homme décide de la sexualité est encore bien trop présent, ce qui implique que l'homme se sent obligé d'apprendre sa propre vision de la sexualité à la femme, allant jusqu'à dénigrer souvent les désirs et les envies de celle-ci. Et pourtant, il serait tellement plus gratifiant pour les deux sexes de pouvoir s'exprimer, d'apprendre l'un de l'autre, et donc de se laisser le pouvoir d'une manière mutuelle. En effet, la femme a également des envies. Malheureusement, depuis sa plus tendre enfance, les adultes ont tendance à lui faire garder ses envies secrètes et cachées, voire à lui faire croire qu'elles sont honteuses. Ce qui nous amène à parler des inhibitions de la femme. Le conditionnement enfantin, donc marteler celui-ci sous le fait que le rôle dominant est pour l'homme et que le rôle faible est pour la femme, voire que la femme doit être soumise, crée des inhibitions, surtout chez la femme.
Elles en arrivent ainsi à croire que la sexualité est quelque chose de mal, de honteux, voire de dérangeant, ce qui peut mener à un conditionnement les coupant totalement du désir sexuel. Cela peut aller jusqu'à ce qu'une femme ne puisse pas se trouver belle, sexy ou attirante. L'intimité dans une relation ne devrait pas se limiter à ce que vous pouvez faire avec l'autre dans un lit. L'intimité est la base du confort et de la confidence avec votre partenaire. L'intimité s'installe lorsque vous vous sentez proche de votre partenaire. Cela ne veut pas dire que votre couple n'aura pas de difficultés, mais bien qu'elle va vous aider à gérer les difficultés qui sont liées au couple. Bien sûr, nous commençons tous par être plus ou moins intimes avec nos amis proches. C'est-à-dire que nous passons du temps avec eux, nous abordons les sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, mais on ne va pas jusqu'à coucher avec nos amis. Cette amitié profonde démarre généralement avec la petite enfance et sert de base à l'image de l'intimité que nous devrions atteindre avec notre partenaire. En effet, l'amitié est la préparation à l'intimité du couple. L'intimité justement dans un couple, donc l'intimité sexuelle, mène la relation au stade du couple. L'accès à la sexualité implique que votre partenaire vous comprend et vous accepte. Elle ne s'installe aucunement d'une manière automatique sous le prétexte d'avoir rencontré votre partenaire. Elle est liée à la confiance et à l'attitude que vous aurez envers celui-ci. Comme dit, l'intimité est liée à notre passé et à nos attentes du couple. La toute première relation intime s'installe entre l'enfant et ses parents, puis avec ses grands-parents, et ce, bien avant d'avoir des amis. Cette première série de relations est vraiment importante et va influencer le futur de l'enfant. En effet, nous construisons l'image de l'intimité à travers les rapports humains que nous avons avec notre cercle proche. De fait, si vos parents vous ont souvent pris dans leurs bras et couverts de baisers, vous aurez tendance à reproduire cette attitude avec votre partenaire une fois adulte. Nous pouvons donc dire que la petite enfance va affecter la personne que deviendra cet enfant, ainsi que sa manière d'être sur le plan comportemental. Si vous vous retrouvez en couple avec un partenaire terrifié, donc ayant subi une enfance sans confiance et sans affection, vous pourriez vous sentir rejeté et incapable d'aimer cette personne. De l'autre côté, si votre partenaire retrouve sa petite enfance à travers votre comportement, vous aurez du mal à vous séparer de lui et à mettre un terme à la dite relation. Malheureusement, l'intimité peut aussi partir en sucette. Une des erreurs des couples est de croire que le manque d'intérêt sexuel envers son partenaire est causé par la dite relation, et donc l'attitude de l'autre. Arrêter de faire l'amour et ne plus être capable de communiquer ou de pardonner s'interprète comme un manque d'intimité, et donc que le partenaire a une autre relation. Ce qui implique que le partenaire a reporté son intérêt et son attention sur une tierce personne. Cela peut parfois être vrai, mais il s'agit surtout de la conséquence du stress qui pousse le partenaire à se sentir étouffé et confus, l'empêchant ainsi de pouvoir communiquer avec son partenaire. Et donc l'intimité fluctue. Dans un couple, elle peut avoir des pics hauts et intenses, tout comme des coups bas et très lents, et c'est tout à fait normal. Chaque personne est unique, vit et ressent sa vie de manière individuelle. Il s'agit là d'une chose que les jeunes couples ont tendance à oublier, se convainquant que le couple est fusionnel. Ce que l'un ressent est ressenti par les deux partenaires. Or, c'est totalement faux. Si on ne communique pas, l'autre ne peut pas savoir ce qui se passe. Tolérer que l'autre ait une vie est quelque chose de compliqué à accepter, et cela représente l'acte le plus mature qu'une personne puisse accomplir. Pour ce faire, il faut comprendre le plus rapidement possible que votre partenaire ressent, vit et traverse la vie différemment de vous à cause de ses propres émotions et de la manière de gérer celles-ci. Cependant, il faut dialoguer. Ne laissez jamais quelque chose qui vous dérange s'installer durablement dans votre couple. Au plus cette difficulté sera persistante, au plus il sera compliqué, voire impossible d'y remédier. Qu'il s'agisse du stress, du comportement de votre partenaire ou des envies, parlez-en le plus rapidement possible et tâchez de trouver des solutions à deux. Partager ces tracas crée et consolide l'intimité du couple. Ainsi, ne paniquez pas si la sexualité s'estompe dans votre couple. Au contraire, cherchez à en comprendre la raison. Ne considérez pas que la sexualité est le seul moyen d'être proche de votre partenaire. Ressentir l'amour et l'affection peut se faire par bien d'autres manières. On en parlera dans les prochains podcasts. Ne fuyez pas la confrontation si votre partenaire cherche à vous parler de ce qui ne marche pas dans votre relation. Parlez autant de vos soucis que de ce qui vous plaît.
Soyez prêt à changer. Si votre partenaire vous reproche une attitude, acceptez qu'il va falloir y remédier et cela ne tient qu'à et uniquement à vous. Pour encourager l'intimité, il faut savoir donner et recevoir. Qu'il s'agisse de tendresse, de gestes affectifs ou de dialogue. Tout cela participe à l'intimité au même titre que la sexualité. Dès lors, encouragez votre partenaire. Dès que vous le pouvez, encouragez-le à se convaincre d'être une personne capable et de bien. Parlez de ses tracas dans le but de l'aider et non d'être simplement une oreille attentive. Suggérez-lui vos envies, c'est-à-dire qu'au lieu de forcer la pratique, parlez de vos désirs avec votre partenaire. Obtenez son avis sur le sujet, qu'il soit positif ou négatif, et expliquez de votre point de vue. Tout cela permet d'encourager l'intimité et créer un rapport fort. Malheureusement, tout le monde ne cherche pas la profondeur et l'intimité d'une relation sérieuse, autant que tout le monde n'est pas forcément prêt à s'impliquer autant qu'il le faudrait pour qu'une relation soit ou devienne sérieuse. Beaucoup de personnes préfèrent des relations légères qui correspondent beaucoup mieux au mode de vie actuel. En effet, dans une relation dite passagère, votre partenaire n'est pas votre priorité, bien qu'il puisse endosser le rôle de la seconde classe, ce qui permet de se consacrer à une carrière par exemple. Également, certaines personnes aiment à connaître plusieurs relations avant de se décider à créer une relation forte avec quelqu'un. Vous l'aurez compris, il faut une sérieuse détermination pour fonder un couple fort et durable, surtout en sachant que la relation en cours pourrait ne pas être la bonne malgré tous les efforts que vous pourriez y mettre. D'un autre côté, s'impliquer avec son partenaire permet de ne pas se retrouver seul, la relation durant le temps qu'elle se consume. Certaines personnes sont tellement ancrées dans le présent qu'elles se contentent de ce qu'elles ont comme relation et font tout pour la conserver telle qu'elle existe et fonctionne, hésitant à la faire évoluer au risque de tout perdre. Heureusement, une relation passagère peut évoluer en relation durable. Il suffit de relativiser la vie et la relation pour pouvoir mettre son partenaire en priorité absolue. Tout est question de choix basé sur l'acceptation de l'autre et du confort du couple. Quand la carrière est une priorité, cela laisse évidemment moins de temps à la relation de couple ou à la recherche d'un partenaire sérieux. C'est pourquoi des groupes de rencontres de type Sex Friends existent. Ce type de groupe est particulièrement excitant dans la mesure où les participants vont à l'essentiel, ne se cachant pas derrière un masque et dévoilant leurs désirs rapidement. L'objectif étant de trouver un partenaire sexuel rapidement. Le but de ces rencontres est de soulager la frustration du travail. Il va de soi que parfois, une rencontre dite passagère peut devenir plus sérieuse. Mais il faut être à deux pour le vouloir. Il existe aussi les relations extra-conjugales, mais pour ma part, je refuse de parler ou suggérer ce genre de relation. En effet, dans ce cas, la personne en couple est mal dans sa peau et se console dans les bras d'une autre personne célibataire. Et dans le cas du célibataire, cette relation n'aura aucune vocation à perdurer. Dans tous les cas, ce genre de relation se terminera et sera douloureuse par les deux personnes. Pire, si le partenaire qui est en couple réalise la situation, donc mettons que je trompe ma copine et que ma copine se rend compte que je la trompe, cela va créer un malaise supplémentaire au sein du dit couple, et donc va faire un troisième malheureux. Dans le démarrage d'une relation, il est malheureusement plus aisé d'y couper court au premier souci plutôt que de réfléchir sur le long terme avec une personne. Tout simplement parce que cela implique de peut-être se remettre en cause et de devoir changer son comportement pour faire durer la relation. Également, lorsqu'une relation démarre, nous avons tendance à idéaliser le partenaire et à placer son seuil de tolérance bien plus haut qu'il ne l'est en réalité. Dès lors, le seul et meilleur conseil que j'ai à donner est la communication franche et sincère avec votre partenaire. C'est-à-dire que quand votre partenaire vous parle, vous devriez l'écouter et agir en conséquence. Évidemment, il en va de même pour votre partenaire. Laissez-le parler jusqu'à ce qu'il vous laisse la parole, en tout cas. En cas de besoin, demandez-lui des précisions, rentrez dans le sujet, donnez votre avis et ressenti. Faites tout ce que vous pouvez pour être certain d'avoir bien compris ce que l'autre attend de vous, autant que de ce que vous devriez faire et comment comprendre votre partenaire. Quoi que vous ayez à lui répondre, faites en sorte que vos réponses soient positives. Donc si votre partenaire vous propose, on va dire, de sortir quelque part pour se changer les idées, votre réponse idéale ne devrait pas être
c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est une réponse négative. Il y a le ne pas, ce n'est pas. Par contre, une réponse dite positive, c'est « Ah bah oui, c'est une bonne idée. Ah, c'est une idée géniale. Ah bah oui, ça va nous changer. » Voilà, ça, ce sont des manières de tourner une réponse positive. Outre le dialogue et le manque de dialogue, il y a la gestion de l'espace. En effet, si vous avez été seul longtemps, la présence ou la surprésence de l'autre peut devenir oppressante. Mon conseil est d'expliquer calmement à votre partenaire que vous avez autant besoin de lui que de temps pour vous sans lui. Évidemment, accordez-lui le même droit. Cependant, lorsque vous êtes avec votre partenaire, soyez à lui et ouvert à ses demandes ou propositions, sans quoi ça ne va pas marcher. La gestion du temps est également une source de problèmes dans de nombreux couples. Mon conseil est de planifier ce que vous allez faire, et surtout de vous y tenir. Vous avez décidé que ce week-end se passerait en couple, laissez tout le reste en dehors de ce week-end. L'impression d'insécurité et de jalousie est également un lourd problème. Mon conseil est de garder un contact avec votre partenaire. Un SMS ou un appel à un moment ou à un autre dans la journée rassure et rappelle à l'autre votre présence. Si vous vous montrez toujours dans l'insécurité et extrêmement jaloux, vous risquez de faire fuir votre partenaire, lui donnant ainsi l'impression qu'il ne peut pas avoir de vie. Voilà, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet de l'alchimie du couple. La suite va se consacrer à ce qu'est un couple et ce qu'il devrait apporter à chacun des participants. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si l'envie vous prend, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai soit dans un hors-série, soit dans une FAQ. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.